Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kathy Fox, et merci pour cette belle introduction. Vous savez ce qui va se passer ce soir, mais on va commencer avec une petite table ronde, une petite discussion. On va appeler ça la table ronde des ex. Nous trois qui allons parler ensemble sont des ex-employés de l'Agence spatiale canadienne. Et espérons que cette discussion va vous intéresser. Et si on a assez de temps, on pourra même prendre des questions à la fin. Surtout dans une salle comme celle-ci, les gens que je vais inviter à me rejoindre ici sur la scène n'ont pas besoin beaucoup d'introduction. Mais quand même, je vais dire un petit peu plus que juste leur nom. Je vais garder les introductions courtes parce que je les connais et je sais aussi qu'ils n'aiment pas les introductions longues. Et on veut aussi procéder à la table ronde. Le premier grand Canadien qui va se joindre à moi sur la scène est un homme de qui on va beaucoup parler ce soir. Il a un doctorat en physique. Il a volé 2 fois dans l'espace. Et comme astronaute, il a eu plusieurs rôles importants, autant techniques que comme gestionnaire. Il a été président de l'Agence spatiale canadienne. Et je vous demande de, s'il vous plaît, m'aider à souhaiter le bienvenu à Steve McLean. Pendant qu'il s'assoit, le deuxième grand Canadien à se joindre à moi ce soir est un autre homme qui n'a pas besoin vraiment d'introduction. Il a un doctorat en génie électrique. Il est ancien militaire. Il est le premier astronaute canadien. Il a volé un total de 3 fois dans l'espace. Il a aussi été président de l'Agence spatiale canadienne. Et si ce n'était pas suffisant, il est maintenant le député fédéral pour la circonscription de Westmount-Ville-Marie. Un grand bienvenue à M. Marc Arnaud. Alors, bonsoir, messieurs. Prenez un micro. Vous avez un micro. Et entre nous, je pense qu'on a plus de 75 ans d'expérience dans le spatial, assis ici ensemble. Je pense qu'on a pas mal tout vu. Et j'aimerais qu'on discute de certaines choses qui sont en commun au spatial et à l'aérospatial et qui sûrement sera intéressant à tout le monde dans la salle. Commençons en parlant du rôle du Canada et du Québec dans le spatial et l'aérospatial. J'aimerais que Steve commence en nous racontant un petit peu ce qui s'est passé, l'expérience qu'il a eue à la NASA et un petit peu de l'historique derrière certains astronautes canadiens. OK. Je vais commencer avec une petite anecdote canadienne, avec des Canadiennes. Je vais commencer en disant que tous les deux, Marc et moi, étaient Capcom à la NASA. Moi, j'ai fait ce travail pendant presque 4 ans. Je pense que 3 ans. Et le centre de contrôle pour toutes les missions à la NASA, ça, c'est presque... quand vous êtes dans le centre de contrôle, c'est presque comme vous êtes dans une église. C'est très tranquille, tout le monde connaît le travail, c'est vraiment, on dit en anglais, a hallowed place. Et je vais commencer cette histoire avec quand j'étais le Capcom. Et le Capcom, ça c'est l'individu qui est la seule voix qui parle aux équipages en haut. Et on est vraiment au centre de contrôle pour toutes les communications. Et une fois, j'ai fait ce travail sur Hubble et on a fini notre travail, la mission était finie, tout le monde a quitté et moi j'étais tout seul dans le centre de contrôle. Mais sur l'écran, c'était encore les images de la Terre qui venaient de la mission qu'elle vient de terminer. Et moi j'ai penché comme ça et j'ai regardé les images. On était au-dessus de l'Afrique du Nord et j'ai dit, mon Dieu, ça peut être la planète Mars. Et j'ai commencé à imaginer comment ça peut être
d'ici 20 ans, quand cette centre de mission a un voyage autour de la planète Mars. Et, parce qu'on a la technologie, c'est juste une question de vision pour faire quelque chose comme ça. Puis après ça, c'était tout fini, même personne n'était là encore. Et j'ai commencé à penser à les gens d'Apollo. Comment les Capcom, les directeurs de vol, comment ils ont réagi avec les problèmes difficiles? Nous, on avait un problème sur le Hubble avec le Advanced Camera System. Et comment ils ont réagi? Et quand j'ai commencé à penser à ça, j'ai réalisé que le directeur de vol, à côté de moi, son nom c'était John Hodge, il était le deuxième directeur de vol du GMA et il était un Canadien. Et si je pensais le siège en arrière de lui, c'était Rod Rose qui aussi était un Canadien. Il était le directeur député du centre de Johnson à cette époque-là. Et en arrière, sur mon droite, dans le siège en arrière, c'était Owen Coons, qui venait de Hamilton. Ça, c'est l'époque Apollo. Okay? Ces trois gars-là, c'était comme le cabinet pour toutes les décisions qu'on a prises pour la sécurité d'Apollo, le voyage sur la Lune. Ça, c'était intéressant pour moi. Et c'est meilleur que ça. C'est vraiment impressionnant parce que le premier gars dans la pièce en arrière, parce que le centre de contrôle est une pièce avec peut-être une trentaine de personnes, mais il y a quelques pièces en arrière. Et le premier gars, le chef d'ingénierie, c'était Owen Maynard. Owen Maynard, il venait de Sarnia. OK? Ainsi, on a quatre déjà Canadiens. Mais pour moi, c'est difficile à penser à Owen. Et Owen Maynard, il était le chef, le grand chef. Pour moi, c'était le rôle plus important de tout le programme. Et même aujourd'hui, cette position-là, c'est le rôle le plus important. Mais imaginez ça, le chef d'ingénierie était un Canadien pour Apollo. Okay? Et moi, j'ai de la difficulté à penser à lui sans penser à Jim Chamberlain. Jim Chamberlain est un gars du Canada aussi, de Toronto. Il était le chef pour le design pour Mercury. Il était le programme manager pour Gemini. Et en fait, le dessin de Gemini, c'était son dessin. La capsule, puis tout ça, c'était son dessin. Et presque tout le dessin d'Apollo venait de Gemini. Et si Jim Chamberlain était une autre personne ça m'impressionne aussi. Okay? Et j'ai une image de tous ces gars-là gardaient Neil Armstrong, qui est descendu du véhicule de quarantaine après son voyage sur la Lune en 1969. Et en arrière de Neil Armstrong, c'était le médecin de vol personnalisé pour l'équipage. Son nom était William Carpenter. Il venait de Edmonton. OK? Ça, c'est quelque chose. Presque tous les chefs du cabinet, si on veut, étaient les Canadiens. Il y avait une raison pour ça, parce que Avro Arrow a été annulé juste avant que Apollo a commencé. Ainsi, ces gars, ils ont pris le relève pour la NASA. Et après le premier engagement de la NASA, 50% de tous les ingénieurs étaient Canadiens et Canadiennes. Et c'était grâce à cette génération que le NASA voulait avoir le Canada impliqué dans la navette. Et on a fabriqué le bras canadien avec ça. C'était grâce à cette génération-là que Marc et moi, on volait dans l'espace. Parce que après le bras canadien, ils ont décidé d'avoir des astronautes associés avec le bras canadien. Et à cause de ça, c'est juste... il faut être fier de ça. Et pour moi, c'est une histoire inconnue. Oui, en effet, c'est une histoire qui n'est pas très, très bien connue. Tous ces Canadiens qui ont contribué au programme Apollo, au programme Mercury, Gemini, parce qu'ils avaient été congédiés de Avro Arrow. Le Canada, ta question, Alain, c'est quoi le rôle?
du programme spatial ici au Canada. Bien, on peut être très, très fiers. Vous le savez que le Canada était le 3e pays dans l'espace, avec Alouette 1 en 1962. C'était parce que les scientifiques voulaient comprendre qu'est-ce qui se produisait dans le ciel, l'aurore boréale. Mais il n'y avait aucun moyen d'y aller. Et puis avec Sputnik en 1957, l'ère spatiale a été inaugurée et les Canadiens ont décidé que nous aussi, on voulait bâtir un satellite pour aller dans l'espace et mesurer ce qui se passait dans l'ionosphère. Et c'est des scientifiques, des ingénieurs à Ottawa qui ont bâti ce premier satellite Alouette 1 qui a été lancé en 1962. C'était le début de notre partenariat avec la NASA parce qu'on leur a demandé de lancer ce satellite et en retour pour cela, on partagerait toutes les données scientifiques. La NASA a accepté et puis ça a été le début d'un partenariat qui a très, très bien fonctionné. Le satellite lui-même a été lancé de Vandenberg Air Force Base sur une fusée Thor-Agene en septembre 1962. Il a fonctionné pendant 10 ans. Il fonctionnait toujours quand ils ont enlevé la puissance parce qu'il avait fait son travail tellement de fois qu'il n'y avait plus besoin des données de ce satellite. Mais le Canada, à partir de ce moment-là, est devenu un des joueurs dans l'espace. C'est nous, dans le Canada, qui avons été le premier pays au monde à avoir notre propre satellite de communication pour des fins nationales. C'était le satellite NEK-1 qui a été bâti et qui a été lancé en 1972, la création de Telesat. Et le but, c'était de permettre à tous les Canadiens, même dans les régions éloignées, de se parler. Alors, on a été un pionnier de ce côté-là. Maintenant, on est rendu à des générations beaucoup plus avancées, ANIC F, et puis Telesat qui contrôle 14 satellites. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est au-dessus de notre tête, et puis on s'en sert tous les jours sans même y penser, que ce soit pour regarder la télévision ou des transactions bancaires, toutes sortes de choses. Et puis, on est un pionnier aussi dans l'observation de la Terre. On est le 2e plus gros pays sur la planète et on est presque vide. Alors, d'utiliser les satellites de télédétection ou d'observation de la Terre, ça nous permet de surveiller notre grand territoire et les océans qui entourent notre pays. Alors, le Canada a de quoi être fier. Et moi, si je peux résumer rapidement les 3 raisons pourquoi on a un programme spatial, c'est parce que c'est utile d'avoir des satellites en orbite pour différentes tâches. Deuxièmement, ça développe notre industrie spatiale, très, très important. Et une partie importante de cette industrie est ici au Québec. Alors, c'est une deuxième raison pour ce développement. Et la troisième raison, peut-être la partie qui est la mieux connue, c'est que je pense que ça inspire beaucoup de jeunes personnes. Et certainement, le volet des astronautes est probablement le plus connu et notre robotique, c'est assez bien connu, mais ça inspire une nouvelle génération de jeunes qui pourraient un jour, eux aussi, travailler dans le domaine de l'aérospatial et peut-être même aller dans l'espace. Alors, c'est vraiment un programme qui est important pour le Canada, un programme qui est très respecté à travers le monde et puis un programme qui doit être continuellement stimulé par le gouvernement fédéral. Et je pourrais en parler pendant longtemps, mais je vais m'arrêter. Merci. Merci, Marc. En fait, c'est un très bon résumé du passé, de comment on s'est rendu où on est aujourd'hui, grâce à une longue histoire dans l'aéronautique au Canada et aux investissements qui ont été faits par le gouvernement canadien dans des gros projets. Regardons la réalité d'aujourd'hui, par contre. Regardons un petit peu ce qui se passe. Je suis très fier du travail que j'ai fait moi-même à l'Agence spatiale canadienne, où on a aidé des Canadiens, des scientifiques canadiens, à faire des expériences sur la navette spatiale, sur la station russe Mir, sur la station internationale, sur la planète Mars et dans l'avenir. Par contre, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de beaux gros nouveaux projets comme ceux qui nous ont amenés où on est aujourd'hui. En fait, j'ai quitté l'Agence spatiale il y a 1 an et
En fait, je dois dire que la journée la plus difficile de ma carrière jusqu'à présent, c'était quand j'ai dû dire aux scientifiques chercheurs de l'Agence spatiale canadienne que leur poste n'existait plus et qu'on devait trouver des nouveaux défis pour eux. On a besoin de préparer la relève. On parle de la relève, de la prochaine génération des gens, d'inspirer des gens. Mais on a aussi besoin de nouveaux projets. On a besoin de nouveaux investissements dans le spatial, dans l'aérospatial, pour garder cette place de fierté internationale qu'on a. Avez-vous des suggestions? Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez si vous étiez en position de pouvoir changer quelque chose? OK, ben moi j'ai le droit d'être politique ce soir. La première chose que je ferais, c'est de rétablir le budget qui a été coupé à l'Agence spatiale. Il a été coupé de 10 % l'an dernier. Et ça, c'est tragique. C'est vraiment c'est une vision totalement erronée. C'est un manque de compréhension de la valeur de l'Agence spatiale. Le gouvernement a coupé à travers le gouvernement, mais sans faire de distinction entre une agence, un département, une organisation ou une autre. Et l'Agence spatiale, sa valeur pour le Canada est très élevée. Et le problème, c'est qu'on est obligé, moi je le dirais, de congédier des gens, de leur dire bonjour ou de ne pas renouveler leur contrat et d'éliminer certains programmes. Et puis dans le domaine spatial, comme vous le savez, c'est un domaine qui est assez spécialisé. Quand on perd des gens, c'est pas facile de les reprendre le lendemain quand l'argent revient. Alors, c'est, à mon avis, une grande erreur parce que s'il y a quelque chose qu'on doit faire pour le programme spatial ici au Canada, c'est d'augmenter son budget. C'est pas de le diminuer, c'est de l'augmenter. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour le Canada dans le domaine spatial. Je l'ai dit il y a une minute qu'on est le deuxième plus gros pays au monde. Le Canada est fait pour l'espace. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans le domaine des communications, dans le domaine de l'observation de la Terre, qui peuvent servir aux Canadiens de façon très, très utile, nous rendre la vie encore plus facile, que c'est vraiment une tragédie qu'on manque l'opportunité de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de talent ici dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le domaine spatial et en ce moment, on est en train de leur dire, ben non, excusez, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas l'argent pour faire vos projets. Alors, certainement, de mon point de vue, il y a un rôle fédéral très, très important, c'est de reconnaître la valeur de l'Agence spatiale canadienne et le bénéfice que l'Agence fournit à l'industrie spatiale ici au Canada et au Québec, et de stimuler cette industrie et de reconnaître qu'il faut vraiment stimuler le programme spatial. C'est ce que je ferais, moi, si j'étais la personne en charge, comme tu as dit. OK, moi, je veux être... Marc était très positif avec ça, mais moi, je veux être encore plus positif. Et je vais essayer de vous montrer une voie qui montre que le Canada est prêt pour les choses assez intéressantes à l'avenir. Et pour faire ça, il faut parler d'histoire juste un peu. On a 4 domaines où le Canada est le meilleur au monde dans la technologie de l'espace. Marc a commencé de parler de communication, mais c'est bien important de réaliser que le Canada était le premier d'avoir un satellite qui utilise le photoelectric effect et qui a été, ça c'était le prix Nobel de Einstein en 1905, et aussi un transistor. Je ne sais pas le mot pour ça en français, mais transistor. Qui a été inventé en 1947. Et Marc a parlé d'Alouette, c'était sur Alouette. Et on était le premier.
On était le premier avec les communications, comme Marc a dit, mais ce n'était pas juste un réseau de satellites domestiques commerciaux où on était le premier. On était le premier d'avoir le KU, band KU, qui était la télévision à haute définition dans l'espace. On était le premier d'avoir KA, et on était le meilleur en faisant, mais ça c'est quelque chose que moi je voulais faire, meilleur à faire le V-band, qui était la prochaine centre de communication. Et si on est le meilleur, 80% de tous les satellites ont des morceaux canadiens aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose. Le deuxième enjeu, c'est un radar. On était le meilleur avec les radars. Et ça, c'est un peu plus compétitif, je dois dire, avec les Européens et les États-Unis. Mais il y a deux choses. C'était le Canada qui a fait quelque chose qui s'appelle le Reciprocity Theorem, qui était pourquoi on peut faire la télédétection de la Terre. Et aussi, on était le meilleur avec quelque chose qui s'appelle Traveling Wave Tubes. Et moi, je peux parler de la radar pendant toute une heure parce que c'est vraiment important ce qu'on a fait là. Aussi, on était au niveau de l'instrumentation optique. Nous avons une capacité de mettre un instrument optique plus petit que tous les autres. Et ici, on a quelque chose qui s'appelle en haut maintenant un Gas Correlation Radiometer qui peut mesurer l'oxyde de charbon. Et avec ça, on peut faire la calculation de carbone dioxyde. Et ça fait 10 ans, plus que 10 ans, qu'on fait les mesures autour du monde avec ça. Et on a 10 ans de données qui nous disent le problème avec l'atmosphère dans l'oxyde de charbon. Aussi, on a un satellite qui peut mesurer l'ozone. Et ça fait 10 ans que ce satellite est là. Et c'est les meilleures données pour ozone aussi. Et aussi, on a un autre satellite qui peut mesurer les effets de serre. Et ça fait 7 ans avec ce satellite, 7 ou 8 ans pour ACE, ce satellite-là. Et ici, dans le domaine de l'instrumentation, on est à ce niveau, on est le meilleur. Après ça, tout le monde connaît Canadarm 1, Canadarm 2. On a commencé avec nos robotiques dans le programme d'Apollo, avec les antennes, mais Canadarm 1, Canadarm 2, Dextra, tout le monde connaît ça. Ce n'est pas nécessaire d'expliquer l'avenir avec ça parce que la NASA, on a dépensé 110 millions sur les robots et la NASA veut voler sur une de ses missions ces robots-là. Ainsi, le Canada est bien placé pour l'avenir. Et ça, c'est un peu notre histoire. Mais à part de ça, si tu prends toute la technologie que les industries utilisent au niveau de la recherche maintenant et toute la technologie qui est en train de venir dans les universités, on était sur le point d'une révolution au niveau de la technologie. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est dans ce domaine-là qu'il faut se concentrer. Parce que sans ça, peut-être les autres pays vont faire mieux que nous, ou meilleur que nous. Et c'est un peu à cause d'une révolution quantique qui commence aujourd'hui. Et Marc a parlé de Alouette. Moi, j'ai parlé des effets pour Einstein, le photoelectric effect et le transistor. Il y a des choses comme ça dans notre avenir qui va changer comment on va voyager dans l'espace. La première chose, on va voir avec cette révolution, c'est on va voir les capteurs qui changent, qui deviennent plus petits. Après ça, c'est les ordinateurs qui vont changer. Et un ordinateur quantique, on est en train de faire ça au Canada. Et je dois dire que le Canada est le meilleur dans ça. Et après ça, quand on a toutes ces technologies qui sont dans les mains de notre industrie et dans les mains de nos universités, tous les satellites vont être plus petits. Et c'est très important d'avoir une vision qui vient du bas avec toutes ces technologies et penser à ce qu'on peut faire avec ça. Et le Canada est très bien placé pour avoir une vision stratégique comme ça. Okay. Merci, Steve.
Alors, on a parlé un petit peu de l'historique, comment on est rendu où on est. On a parlé du talent qui a existé dans le passé et qui existe encore aujourd'hui pour nous rendre à l'avenir. On a parlé de l'industrie actuelle qui soutient le spatial. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'on a beaucoup d'industriels ici, est-ce qu'il y a dans le spatial, dans l'aérospatial, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on devrait faire pour soutenir l'industrie, ou peut-être on parle des petites et moyennes entreprises aussi, pour aider, peut-être même pas la prochaine génération, mais 2 ou 3 générations de maintenant, de technologie, pas seulement le talent, mais les technologies même. Je sais qu'ensemble, on a travaillé beaucoup sur des partenariats entre l'industrie, le gouvernement et les universités pour des projets en coordination ensemble, pour vraiment pouvoir travailler ensemble et de trouver des solutions plus rapidement en travaillant ensemble. Qu'est-ce que vous avez comme suggestion pour l'industrie ou pour le gouvernement pour vraiment pousser ou créer de l'industrie, du côté industriel, des talents ou des technologies qui vont nous préparer pour l'avenir? Ben, moi, j'aime beaucoup parler d'observation de la Terre. Si vous êtes un fermier et puis vous plantez des céréales ou des légumes, l'espace peut vous aider. Ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais en observant votre champ de blé d'Inde ou de je ne sais pas quoi, il y a beaucoup d'informations avec des instruments spéciaux qui peuvent vous être fournis pour vous dire si vous avez besoin d'arroser une partie de votre terrain ou si vous avez besoin de mettre de l'engrais dans une autre partie de votre terrain. Si vous êtes dans la sylviculture, les forêts, de l'espace, on peut mesurer la santé de nos forêts. C'est important, ça. C'est important parce que l'industrie forestière au Canada est une ressource naturelle extrêmement importante. Si vous êtes dans le secteur minier, il y a des parties du Canada où des instruments sur des satellites peuvent vous aider à déterminer s'il y a le potentiel qu'un certain minerai se trouve dans le sol dans cet endroit-là. Alors, l'observation de la Terre à partir de l'espace, moi, je crois que c'est un enjeu extrêmement prometteur, non seulement pour le Canada, mais pour le reste de la planète. En ce moment, Steve a parlé de radars. On a des satellites, 2 satellites qu'on a bâtis jusqu'à présent. On en est en train d'en bâtir 3 autres qui utilisent le radar. C'est l'instrument pour voir la Terre. On utilise un radar. Pourquoi? Parce qu'un radar voit à travers les nuages et voit la nuit, pas comme une caméra. Alors, c'est un radar très spécial qui s'appelle un radar à ouverture synthétique. Ce genre de radar est capable de nous dire, et en fait, vous ne le savez peut-être pas, nous aide à naviguer dans les eaux où il y a de la glace. Parce que ce genre de radar voit très, très bien la surface de l'océan et peut nous dire où il y a de la glace. Alors, la garde côtière s'en sert continuellement et les compagnies qui ont des navires qui vont dans le nord s'en servent continuellement. Alors, le potentiel d'observer notre planète à partir de l'espace est énorme. Et il y a un marché pour ces choses-là. Les images qu'on prend avec RadarSat sont vendues à travers le monde pour de l'argent. Alors, moi, je dirais que c'est probablement le domaine qui est le plus prometteur pour l'avenir du point de vue spatial. Oui, je veux continuer sur ça parce que ça, c'est très important ce que Marc vient de dire. Dans l'agriculture, ça s'appelle precision farming. L'Agence spatiale a fait 3 ou 4 projets de recherche sur ça récemment. Et on avait un projet en Saskatoon avec le blé et aussi les projets en Prince Edward Island, l'île de Prince Edward, pour les patates. Et
le changement d'accroissance pour le blé, c'était 35% en utilisant cette technique-là. Pour les patates en île de Prince-Édouard, c'était 80%. Et quand on pense que notre GDP, agriculture, c'est 13%, aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a 2-3 ans, c'était 13%. Si on change comment notre agriculture accroît, avec les chiffres comme ça change notre GDP. Et ça, c'est très important de suivre un chemin comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui c'est possible à faire. C'est juste, il faut avoir la volonté. C'est presque une couture de changer ça avec tous les fermiers. Il y a beaucoup, parce que les fermiers, c'est entre un art et une science. Et les fermiers qui sont bons, c'est un art. Mais mon père et ma mère venaient d'une ferme à Nouvelle-Écosse. Et j'avais un grand-père qui est très bon. Et un autre, il a fait quelque chose avec sa ferme. L'autre était moyenne, je dois dire. Et avec la précision des satellites d'observation, des télédétectations, on peut changer ça beaucoup. Mais il y a une autre chose, je veux parler, si j'ai une minute. Il y a une chose qui a toujours m'intrigué avec l'aérospatiale, spatiale, ici au Canada, quand on pense aux États-Unis ou en Europe. Ici au Canada, il y a une division entre les compagnies qui font les choses dans l'espace et les compagnies qui font les choses dans l'aéronautique. Et c'est vraiment une ligne comme ça. Il n'y a presque pas une compagnie dans l'aéronautique qui fait le travail pour l'Agence spatiale canadienne. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Toutes les compagnies qui font l'aéronautique, ils font l'espace. En Europe, c'est la même chose. Toutes les compagnies qui font l'aéronautique, ils font les contrats dans l'espace. Et s'il y a une chose qu'on peut changer, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun entre ces deux domaines, et nous, au Canada, on perd beaucoup de l'argent à cause de cette division comme ça. Et c'est comme deux grands silos. Et il faut apprendre toutes les choses dans ce domaine, et c'est la même chose qu'il faut apprendre ici. Et encore, c'est une question de la technologie. On peut transférer la technologie à une base très, très bas pour améliorer juste ce fait-là. Et si le Canada peut changer ça, ça va changer le rendement de tout ce qu'on fait dans l'industrie. Merci, Steve. Avant de prendre une ou deux questions, j'aimerais suggérer qu'une chose qu'on doit améliorer, changer, qui changerait vraiment les choses, c'est le côté de la culture et de la vision. Dans notre population et surtout du côté politique. Le travail que Aérovision du Québec fait aide beaucoup à communiquer, à vulgariser le spatial, l'aérospatial, aux gens. On parle beaucoup d'inspirer les jeunes. Vous savez, en vulgarisation du scientifique, je parle beaucoup dans les écoles, excusez, aux jeunes. Vous savez quoi? Les jeunes n'ont pas besoin d'être inspirés. Ils le sont. On est tous nés inspirés. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de réinspirer leurs profs, leurs parents, et ne me commencez pas avec les politiciens. Eux, il y a du travail à faire. Mais c'est une culture scientifique qu'il faut réénergiser, qu'on ne voit pas des investissements scientifiques comme une perte d'argent, mais comme quelque chose de noble et quelque chose qu'on a besoin de faire au pays. Si on débloquait ça, toutes les portes s'ouvriraient. Et c'est un peu ça qu'on a besoin de faire. On a peut-être le temps pour une ou deux questions, s'il y a quelqu'un qui doit absolument poser une question dans la salle. Juste en attendant, je dois féliciter la Fondation pour son projet sur le Carrefour, parce que ça, c'est une merveilleuse idée, parce qu'on pourrait, avec ce centre, faire venir tous les jeunes du Québec qui verraient ce que le Québec a accompli. Je ne parle pas seulement de mon domaine de l'espace, mais de l'aéronautique. C'est vraiment assez fantastique ce qu'on a accompli. Et les jeunes ont besoin
de ce genre d'inspiration, de réinspiration, particulièrement quand ils sont sur le seuil de décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur vie. Ils devraient savoir qu'ici au Québec, on a fait des grandes choses dans le domaine aérospatial et que ça pourrait les stimuler à s'intéresser à ces domaines-là. Alors, félicitations à la Fondation pour ce travail. Allez-y avec votre question, s'il vous plaît. J'espère que vous excuserez mon préambule. Je me souviens pas tout à fait de la première fois où j'ai fait du vélo, mais je me souviens très bien de la première fois où je me suis pété la gueule en vélo. Je me souviens aussi de la première fois où j'ai fait du vélo pour la première fois après cette débarque, alors que les gales sur mes genoux, mes coudes, mes mains, mon menton, mon nez n'étaient pas encore sèches. Ces derniers jours, j'aide un petit garçon de 4 ans à faire du vélo dans la ruelle. Le stress est aussi intense que lors de cette seconde aventure en vélo. Ma question pour vous est, M. McLean et M. Garneau, qu'est-ce qui est plus énervant? D'être assis au poste de commande d'une fusée qui va décoller ou d'une navette, ou bien d'être à Capcom et d'être responsable de gens qui s'en vont dans cette navette? Mais, OK. Je sais que... OK, je vais répondre par Marc, parce que... OK, parce qu'une fois, j'ai posé à Marc, qu'est-ce qui est meilleur? OK. Et on a parlé de le meilleur travail à la NASA. Et Marc a dit que le meilleur travail à la NASA, c'est le Capcom. OK? Mais 2 secondes plus tard... À part de voler. Non, but do you remember this? 2 secondes plus tard, ici, quand tu es cloué sur terre, le meilleur travail, c'est le Capcom. Il n'y a aucune comparaison entre le Capcom. Okay? On est jaloux. Quand on fait le travail de Capcom, on est jaloux de nos collègues qui sont en haut. On veut facilement changer la position. J'étais fier de faire le travail de Capcom parce que c'est vrai, sur terre, c'est le meilleur travail à la NASA. Okay? Mais de voler dans l'espace, de sentir l'apesanteur, de voir la Terre, comment on peut voir la Terre, l'atmosphère de l'univers, on peut parler de ça pendant des heures et you would not be tired of me talking. Mais pour répondre à votre question, moi, je vais vous dire très, très franchement que le 2h30, quand on est assis dans notre siège avant de décoller, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on est déjà attaché, nos ceintures sont attachées, on est branché à notre oxygène, notre radio, nos livres sont devant nous, puis il nous reste 2h30 à rien faire en attendant le décollage. Et puis on sait, particulièrement la première fois, qu'on s'en va vers l'inconnu. Alors, c'est pas facile ce 2h30 de temps. On pense à notre famille, on pense à notre entraînement, est-ce qu'on est vraiment prêt? Moi, la première fois, en 84, il y a presque 30 ans, je me disais, le Canada est en train de regarder ça. Et puis, je voulais pas décevoir les Canadiens. On se demande, est-ce qu'on a payé toutes nos factures? On se demande toutes sortes de questions pour passer le temps, mais ce 2h30-là, il est difficile pour, je dirais, la majorité des gens. Et finalement, quand le décollage a lieu, c'est quasiment, on peut maintenant se concentrer sur le travail devant nous. Okay, This is going to be fun. Pour moi, c'était un peu différent parce que moi, j'ai supporté Marc quand il a volé la première fois. Il a volé sans un délai. Ouais. Il a volé la première fois. Et pour moi, c'était la chose la plus difficile, c'est de dire goodbye, de dire bonjour. De bonjour à mes enfants et ma femme le jour avant. Je dois dire, ça, c'était beaucoup plus difficile que d'être assise en attendant. Et aussi, il y a quelque chose d'intellectuel avec le risque. Okay? Le risque, c'est dangereux, ce qu'on avait fait.
Et on sait que c'est dangereux. Et on a la preuve que c'est dangereux. Mais moi, j'ai réussi à mettre ça. Après que j'ai dit bonjour à ma famille, j'ai réussi à mettre ça en arrière. Et je dois dire, quand ils ont fermé le side hatch, et nous, on était tout seuls, il y avait 3000 avant la prochaine personne, et on était prêts à partir. Comme Marc a dit, il fallait attendre 2h30. Mais moi, parce que j'avais un délai de 5 ans, parce que ça a pris 3 ans, 3 semaines avant d'y aller, j'étais si heureux d'être là, finalement, que c'était merveilleux. Et même, j'ai pensé que it doesn't matter if we don't go, because this feels so good. Comme on est. Merci. C'était vraiment... mais Marc a raison, il y a des moments difficiles. Une dernière question. Un, deux. Oui, bonjour, mon nom est Marc-André Valiquette. Je suis auteur des livres sur l'Avro-Haro et bénévole au spectacle aérien de Bromont. Vous avez mentionné, ce que j'ai remarqué, les 3 personnes que vous avez parlé, c'est que je vois qu'il y a une passion toujours qui vous anime. Vous avez parlé, M. McLean, du Avro-Haro. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ici ce sujet-là. Vous avez mentionné Howard Menard, Jim Chamberlain, John Hodges. C'est tous des gens dans les années 50 où que le Canada est en avance dans l'aérospatial et que monsieur de l'agence a mentionné, c'est important de faire des investissements pour justement avoir une vision du futur, justement, de l'aérospatial ou l'aviation dans les années 50. Et ces gens-là, de chez Avro Canada, dans les années 50, ont été il y a 32 spécialistes qui ont été engagés par la NASA et ça a été une chose importante dans l'histoire de la NASA. Et M. McLean les mentionnait, ces gens-là ont propulsé le groupe Gemini et Mercury. Et grâce à ces gens-là qui avaient une vision, qui avaient des idées, une passion, le Canada a pu aider la NASA. Et donc, aujourd'hui, je crois que l'Agence spatiale, quand on regarde ces gens-là, malgré que ça fait plusieurs années qu'ils ont été dans l'espace, on voit qu'ils ont toujours la passion et c'est ça qui est important. Et il faut que les gouvernements comprennent que l'investissement qu'on met pour la recherche aéronautique ou aérospatiale, oui, c'est une dépense, mais c'est une vision à long terme qui apporte beaucoup. Et je vous félicite d'avoir mentionné ça. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous aimeriez que nous continuions cette discussion-là, mais c'est ma job de faire continuer le programme. Excusez-moi. Et en fait, je vais demander à Steve de présenter notre prochain présentateur, s'il vous plaît. OK, notre prochain présentateur sera Pita Atami de Air Inuit.